bonsoir à tous. À la une de ce journal, un meeting et une marche du SDF font peur aux autorités administratives à tel point qu'elles viennent d'interdire ces manifestations prévues initialement samedi prochain dans la ville de Douala. Pourtant, il y a une semaine, l'onction légale avait été accordée au SDF. Aujourd'hui, un doigt accusateur est pointé sur la mauvaise foi des organisateurs. Selon un communiqué des autorités, le SDF et certains activistes comptaient profiter de ce meeting pour lancer un appel à la révolte et l'insurrection populaire. Mise en cause, le SDF dénonce ces allégations et met à nu les raisons cachées de ce rétro-pédalage de l'autorité administrative. Dans le chapitre politique de ce journal, nous vous donnerons les clés pour comprendre ces mécanismes utilisés pour effectuer ces multiples tours de vis sur des meetings de l'opposition systématiquement interdits au Cameroun. L'émergence économique du Cameroun bute devant le peu d'intérêt accordé à la recherche scientifique. Les conditions de travail des chercheurs peinent à s'améliorer. Leurs travaux scientifiques sont laissés pour compte dans les tiroirs des universités. Vous suivrez dans ce journal le cri de cœur des chercheurs scientifiques et le plaidoyer du ministre de la Recherche scientifique au sujet d'une plus grande considération de la recherche dans le processus de développement industriel du Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un coup de théâtre sous le ciel de Douala. Une marche et un meeting du SDF sont interdits dans les artères de la capitale économique du Cameroun. Pourtant, il y a une semaine, l'onction légale avait été donnée par l'autorité administrative. Elle vient de faire volte-face. Dans un communiqué, les autorités dénoncent la mauvaise foi du SDF et certains activistes sécessionnistes qui comptaient profiter de ce meeting pour lancer un appel à l'insurrection. Le SDF mis en cause crie au scandale, se montre choqué par les propos de l'autorité administrative et dénonce les manœuvres visant à museler l'opposition au Cameroun. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo. Voici le communiqué par lequel le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er interdit les manifestations projetées par le Social Democratic Front. Les raisons, selon l'administrateur civil, sont claires et fondées. Quand vous déclarez une manifestation, vous devez vous en tenir à l'objet pour lequel la manifestation a été déclarée. Si vous vous écartez de cet objet, vous devez vous attendre à ce que l'autorité administrative applique la loi. C'est pour ça d'ailleurs que dans les récépissons, on dit généralement que ni l'objet, ni l'itinéraire, lorsqu'il y a la marche, ne doivent être changés. Côté Social Democratic Front, Jean-Michel Nithieu, qui dit n'avoir pas été notifié, parle de raisons fallacieuses avancées par l'autorité administrative. La vérité, c'est que l'administration est aux ordres du RDPC et qu'elle veut nous empêcher de nous mouvoir. Mais je puis vous assurer que nous allons organiser notre marche qui est une marche pacifique. Le sous-préfet de Douala 1er estime que l'objet de la manifestation a été modifié dans le cours de la préparation de l'événement. Vous convenez avec moi que depuis que j'ai délivré un récépissé à cette formation politique-là, vous êtes témoin, dans les médias, ça allait dans tous les sens. J'ai écouté des vertes et des pas mûres. J'ai écouté tout sauf l'objet pour lequel la manifestation avait été déclarée. Dans ces conditions, je ne pouvais pas laisser la situation perdurer. J'ai pris mes responsabilités et j'ai interdit cette manifestation-là. Le député SDF fait savoir que la machine des préparatifs est lancée, plusieurs millions de francs CFA ont été engagés et donc malgré le communiqué du sous-préfet de Douala 1er, le meeting et la marche se dérouleront ce samedi. J'ai le récépissé du sous-préfet ici et jusqu'à présent je n'ai pas été notifié. Donc pour moi cette marche aura lieu, elle est maintenue et nous continuons à la préparer de manière extrêmement sereine. Nous n'allons pas accepter
qu'on nous réduise en esclavage dans notre propre pays. Les autres partis politiques qui s'étaient greffés à l'événement restent tout aussi fermes. Nous avons pris des dispositions, nous avons pris un engagement envers le peuple. Si cette manifestation est réprimandée, comme celle de 2008, alors l'administration sera responsable de toutes les dérives. Nous sommes décidés à marcher, à tenir ce meeting qui est pacifique. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier, qui dit avoir pris ses responsabilités, promet en face que l'ordre régnera. Non, nous sommes habitués. Hein. J'ai eu à interdire une manifestation de ce même parti politique il y a quelque temps. Nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire pour que les citoyens vont paisiblement à leurs occupations. Les deux partis se donnent donc rendez-vous ce samedi. Tout est là-dedans. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous l'avez suivi, les différentes réactions des acteurs politiques impliqués dans ce meeting qui vient d'être interdit par l'autorité administrative. Comment expliquer ces multiples tours de vis sur des meetings politiques de l'opposition interdits dans la ville de Douala, alors que ceux du RDPC peuvent se tenir sans grande difficulté? Des avocats ont pu déceler des mécanismes subtils utilisés par l'autorité administrative pour museler l'opposition. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Récépissé de déclaration de manifestation publique avec occupation temporaire de la voie publique. Nous, sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er. L'organisation des manifestations publiques au Cameroun est-elle uniquement réservée au RDPC, comme ne cessent de le dénoncer les partis politiques de l'opposition? Non, répondent des avocats. Toute personne ou association peut y prétendre, en suivant simplement le processus qui encadre la déclaration de la manifestation. Le législateur a voulu que pour les manifestations publiques, les organisateurs se limitent seulement à faire la déclaration auprès du sous-préfet compétent. Et dès que ce sous-préfet reçoit la déclaration de manifestation, il doit donner le récépissé. Et ce récépissé tient lieu d'autorisation, c'est-à-dire c'est le titre en vertu duquel la manifestation peut se tenir. La déclaration doit être faite 7 jours au moins avant le jour de la tenue de la manifestation. Si la déclaration auprès de l'autorité compétente est suffisante, cette autorité administrative peut se réserver le droit d'interdire cette manifestation si la menace de trouble à l'ordre public se signale. Si le sous-préfet estime que la manifestation doit porter atteinte grave à l'ordre public, à ce moment, il doit prendre un arrêté portant interdiction, soit un autre arrêté qui assigne un autre endroit, s'il estime que c'est l'endroit qui n'est pas indiqué s'agissant de l'ordre public. Il prend un arrêté pour indiquer un autre endroit, ou il prend un arrêté pour interdire. La loi au Cameroun donne cependant la possibilité aux demandeurs d'attaquer la décision du sous-préfet devant le tribunal compétent. L'arrêté du sous-préfet portant interdiction de la manifestation publique peut être déféré devant le président du tribunal de grande instance du ressort territorial où la manifestation devait se tenir. Et le législateur impartit à ce président du tribunal 8 jours seulement pour statuer. Ces autorités utilisent souvent la ruse. Et lorsqu'il y a une déclaration de manifestation et qu'elles ne veulent pas qu'elle se tienne, au lieu de prendre l'arrêté comme prévoit la loi pour interdire, elles se bornent souvent à interdire par simple communiqué ou par simple lettre, acte qui ne peut pas être déféré devant le tribunal de grande instance. Et cela paralyse le droit des manifestants à contester la décision d'interdiction des autorités administratives. L'organisation d'une manifestation publique est donc un droit réservé à tout citoyen qui en fait la déclaration. Mais toute observation faite, les juristes affirment que les autorités administratives ont souvent laissé apparaître dans leur décision d'interdire une manifestation un caractère partial qui s'appuie sur leur appréciation des risques de troubles à l'ordre public, parfois non avérés. Vous l'avez suivi, c'est un véritable coup de théâtre sous le ciel de Douala, une marche
et un meeting du SDF sont interdits selon un communiqué de l'autorité administrative. Pourtant, il y a une semaine, l'onction légale avait été donnée aux partis de l'opposition pour organiser ces manifestations politiques initialement prévues le samedi 21 octobre 2017 dans les artères de la ville de Douala. Comment expliquer ce rétro-pédalage? L'autorité administrative dénonce la mauvaise foi du SDF et la présence des activistes sécessionnistes qui souhaitent faire appel à une insurrection populaire, ce qui a suscité l'interdiction selon l'autorité administrative. Et au sujet de ces accusations, le président régional du SDF pour le littoral, le député Jean-Michel Nitieux, est l'invité de ce journal. Honorable député, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bienvenu sur ce plateau. Vous interviendrez en deuxième partie de ce journal. Et toujours dans ce chapitre politique, un autre coup qui vient d'être asséné contre le régime de Yaoundé. C'est le témoignage choc d'Akeremouna sur la victoire de John Froundi à l'élection présidentielle de 1992. L'ancien bâtonnier met à nu les mécanismes qui ont été utilisés pour court-circuiter le chairman du SDF en 1992 et permettre au régime de Yaoundé de rester au pouvoir durant de nombreuses années, conscient de ces pièges qui se retrouvent encore, selon lui, dans le code électoral. Akeremouna compte bel et bien pouvoir s'en sortir en 2018, lui qui compte être candidat à l'élection présidentielle. Évocation avec Élisée Bokba et Guy Zogo. Lors de sa conférence de presse consacrée à l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2018, Maître Akeremouna a réitéré les affirmations selon lesquelles ni John Froundi avait remporté la présidentielle de 1992 devant Paul Biya. Je gérais donc le rassemblage, le décomptage des voix. Et je peux vous le dire qu'à 92, Froundi a bel et bien gagné. Puisqu'on n'avait pas de documents, j'ai pris les résultats des législatives qui suivaient, qui venaient avant, pour pouvoir connaître les départements et les circonscriptions, pour mettre les voix comme ça venait. On avait des volontaires de diversité, il y en avait plein. Il y avait une salle et chacun avait un département. On a donc commencé ce qu'on fait maintenant, à annoncer, nous, tous les jours, les résultats qu'on avait, pour montrer qu'on avançait. De fait, poursuit-il, c'est l'état d'esprit général qui n'inclinait pas à envisager l'arrivée de ni John Froundi à Etoudi. Et le père Hamzé est parti, qui était un proche de nos familles. Il a dit à Bernard, Ben, si c'était toi, tu gagnais. Mais vous pensez qu'on va prendre le pays ici, là, tout le pays ici, là, on en a quelqu'un qu'on ne connaît pas? Dans cette veine, le candidat à la présidentielle indique que pour l'establishment, c'est la personne du leader du SDF qui était en cause. S'agissant de la crise anglophone, le néo-candidat s'inspire d'un exemple en lien avec sa personne pour l'illustrer. Quand je reviens de Londres comme avocat, au lieu qu'on m'inscrit directement, on me trimballe, parce que mes diplômes sont en anglais, il faut l'équivalent, et ça me prendra 4 ans. N'est-ce pas, pour être inscrit au grand tableau. 4 ans. Il y a d'autres qui étaient venus avec moi, qui étaient inscrits plus rapidement. À ceux qui désespèrent du code électoral, en le qualifiant d'obstacle quasi infranchissable, Maître Akeremouna indique que rien n'est au-dessus de la volonté du peuple. C'était ce que nous avons, et nous comprenons comment le système est, mais ce qui n'est pas dans le code, c'est comment gérer la volonté du peuple. Mais là, c'est plus compliqué. Et c'est sur ça que je me mise. Je sais qu'aucun Camerounais, qu'il soit anglophone ou francophone, est dans sa peau, bien dans sa peau maintenant. C'est impossible. Il faut se promener, il faut voir. Ce code-là, comme je dis, ne gère pas la volonté du peuple. Et c'est tout ce qui nous reste. Lancé à fond dans la bataille de la présidentielle, Maître Akeremouna semble ne rien redouter pour l'instant de l'arène politique camerounaise. Et toujours dans le prolongement de cette actualité concernant la crise sociopolitique
anglophone et ce meeting de l'opposition interdit dans la ville de Douala. Je vous annonce ici, sur ce plateau, la présence du président régional du SDF pour le littoral, le député Jean-Michel Nitieux, l'invité politique. Il s'exprime en deuxième partie de ce journal. En bref, à présent, cette découverte macabre qui défraie la chronique dans la ville de Thian, département de la Menoix, région de l'Ouest. Le corps d'une sexagénaire a été retrouvé dans un puits d'eau. Sa famille est choquée. Mais au regard de la configuration et l'architecture de ce puits d'eau, les circonstances du drame suscitent des spéculations. Une enquête a été ouverte pour en savoir davantage sur ce drame survenu à Thian, dans le département de la Menoix. Et une sous-préfecture qui a été cambriolée à Botmakak, dans le département du Nyong-Ekele. Des bureaux ont été saccagés. Une importante somme d'argent a été volée dans les bureaux du sous-préfet de Botmakak, dans le département du Nyong-Ekele. Les autorités parlent d'environ 800 000 francs CFA emportés, selon les autorités. Parlons à présent des hépatites virales qui font de la résistance dans les milieux du travail, mais également dans la société camerounaise. Les experts de la santé tirent la sonnette d'alarme sans que des politiques publiques en matière de santé et concernant ces maladies ne soient clairement établies. On en parle dans ce reportage de Flavien Dongo. Les hépatites virales, classées parmi les maladies infectieuses, font de la résistance au Cameroun. Pour des médecins, les raisons de cette résistance se trouvent au sein de la population indélicate. Les moyens de transmission sont communs, les mêmes, c'est-à-dire par voie sexuelle, par voie sanguine, ainsi que les sécrétions, et de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Par contre, l'hépatite C, c'est surtout la voie sanguine. La voie sexuelle est un peu plus rare avec l'hépatite C. Des modes de transmission, presque balayés du revers de la main par des victimes d'aujourd'hui. Des malades que l'on retrouve désormais dans des entreprises et dont le diagnostic révélé lors des consultations internes dévoile des imperfections. Nous avons dit que ce diagnostic est important, surtout pour pouvoir distinguer des cas de maladies chroniques, parce que les hépatites qui sont chroniques ne sont pas souvent vues au premier lieu, parce que les symptômes ne sont pas toujours apparents. Des médecins et les patrons d'entreprises qui sont à l'école de la médecine au cours du colloque de promotion de la santé des salariés en entreprise à Douala ont pour objectif non seulement d'améliorer la qualité de la prise en charge des personnes victimes des hépatites, mais également de contribuer à réduire la prévalence de la pathologie au Cameroun. Les hépatites au Cameroun, c'est toujours un petit peu pareil. On avait dit que pour l'hépatite B, c'est disons entre 10 et 12%, et pour l'hépatite C, c'était 14%, mais là, parce qu'on s'est aperçu que les taux sont élevés chez les gens qui ont plus de 45 ans, 50 ans, et c'est très faible chez les enfants. Un Cameroun qui compte seulement 40 gastro-entérologues. Voilà qui interpelle les pouvoirs publics à multiplier le nombre de gastro-entérologues à travers la formation des spécialistes. Malgré leur rôle crucial dans l'innovation et le développement industriel, des chercheurs scientifiques sont toujours des laissés pour compte. Au Cameroun, les conditions de travail peinent à s'améliorer et les pouvoirs publics accordent peu d'intérêt à la recherche scientifique. Ces sempiternels problèmes ont refait surface lors de la rentrée au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Pour cette 5e rentrée scientifique du Mirési, le tapis rouge a été déroulé à 220 nouveaux chercheurs, dont la procession aux côtés des plus anciens n'est pas moins un élément de motivation au moment où ils entament leur carrière. Des chercheurs qui ne demandent pas mieux qu'un bon traitement salarial et de meilleures conditions de travail pour limiter la fuite des cerveaux vers d'autres horizons, à l'instar de l'enseignement supérieur où les acteurs sont mieux rémunérés. Pour que le chercheur mène à bien ses activités, je voudrais que, surtout nous les nouveaux chercheurs, je voudrais qu'on mette à notre disposition des seniors, des chercheurs seniors qui puissent nous accompagner, mettre à notre disposition des moyens financiers, l'équipement des laboratoires par exemple, de mettre encore l'accent sur la convention pour qu'on puisse transférer les technologies qui sont faites ailleurs pour pouvoir les implémenter au Cameroun. Vous savez, il y a un dicton qui dit le ventre affamé n'a point d'oreille.
Alors nous, en tant que jeunes chercheurs au grade attaché, nous voudrons que les conditions de vie du chercheur, surtout du jeune chercheur qui vient d'entrer dans le métier, puissent être améliorées. Parce que nous savons que la fonction publique est assez lourde pour ce qui est le traitement des dossiers. Nous voulons que les dossiers soient accélérés de plus en plus pour que nous puissions enfin avoir rien que le minimum pour survivre et pour pouvoir avoir des conditions agréables pour mieux rechercher. Des préoccupations qui vont en droite ligne avec la leçon inaugurale, dont le thème a porté sur les défis de la consolidation d'une masse critique de chercheurs au service du développement du Cameroun. Le constat qui est fait, c'est que les résultats de la recherche ne sont pas suffisamment valorisés, alors même que les inventions camerounaises ne se comptent plus et remportent même des lauriers à l'international. Vous mangez le maïs toute l'année maintenant. Ça, c'est le travail d'un éminent chercheur, Téchard, qui avait trouvé à peu près 23 variétés de nouveaux maïs. Donc toute l'année, nous pouvons avoir du maïs. Je pense que vous savez que nous avons gagné 5 médailles d'or au Salon international de Genève. Vous ne pouvez pas dire qu'en Suisse, on leur a donné ça par complaisance. Nous les avons gagnés. C'est-à-dire que nos chercheurs sont compétents, nos chercheurs sont excellents. Mon souhait, c'est que les entreprises camerounaises puissent désormais prendre les résultats de la recherche pour produire des biens et services pour le bonheur du peuple camerounais. Les chercheurs camerounais sont toujours dans l'attente de leur nouveau statut et d'autres promesses faites par le gouvernement en termes d'amélioration du cadre et de leurs conditions de travail. Et le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation ne cesse de plaider pour une valorisation de la recherche et l'utilisation des innovations scientifiques pour améliorer le quotidien des Camerounais et amorcer un réel développement socio-économique au Cameroun. Je vous propose d'écouter Madeleine Tienté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Vous savez que dans tous les pays qui se sont développés et qui ont fait un bond qualitatif et quantitatif pour devenir émergents, comme dans les pays d'Asie du Sud-Est, ce sont les trouvailles, ce sont les découvertes, les résultats de la recherche qui ont permis à ces pays-là de bondir dans l'émergence. Parce que tant que un pays ne recherche pas, tant qu'un pays n'innove pas et utilise ses propres résultats pour développer son pays, le pays est voué à l'échec. Notre attente, c'est que, avec les résultats de la recherche, que nous puissions soutenir les entreprises camerounaises pour qu'elles deviennent compétitives. Vous voyez maintenant, même avec les APE, si nous n'avons pas des entreprises compétitives, nous sommes appelés à disparaître en tant que nation productrice. Voilà, nous attendons que les chercheurs puissent trouver des solutions à tous les problèmes, parce qu'il y a la recherche agricole, il y a la recherche médicale, il y a la recherche même sociétale. Notre société est en train de passer des moments difficiles. Je vais faire une certaine conférence pour que sur le plan scientifique, que les chercheurs donnent leur avis scientifique. Parce que la société camerounaise change, mais si les chercheurs ne disent pas au gouvernement que voilà certaines solutions pour appuyer le gouvernement dans la prise de décision. Voilà le rôle du chercheur. Le chercheur est là pour trouver des solutions aux problèmes posés par la société. Si vous êtes un ressortissant de la CEMAC, vous pouvez désormais vous rendre en Centrafrique sans visa, à condition d'avoir une carte nationale d'identité et un passeport encore valide. Les autorités centrafricaines ont décidé de mettre en application les accords des chefs d'État de la CEMAC sur la libre circulation des biens et des personnes. Cependant, les transporteurs routiers qui font la ligne Douala, le corridor Douala-Bangui, espèrent que les tracasseries observées sur ce corridor, et notamment à l'entrée de la Centrafrique, vont cesser avec la mise en application de cet accord de libre circulation des biens et des personnes. Farel Bounia et Sylvestre Zangao. Au lieu d'Iyassa, sur la nationale numéro 3, des camions transportant de la marchandise circulent dans les deux sens. Dans un garage situé non loin de là, nous trouvons Hassana Boukar en train de réparer son camion. Lorsque le véhicule sera prêt, il va se mettre en route pour Bangui, en République centrafricaine. Voilà, le camion, la remorque est là à côté. On a terminé de faire l'entretien. Quand c'est fini, bon, on va essayer de prendre la route. Maximum 2 jours, tu es à la frontière. Cet originaire de l'extrême nord Cameroun conduit des camions de marchandises de Douala à Bangui depuis plus de 20 ans. Et à chaque voyage, il fait face aux mêmes tracasseries sur le trajet.
Il y a les tracasseries policières, gendarmerie, tout le long à partir de Douala jusqu'à la frontière. Il y en a beaucoup, beaucoup, trop de contrôles, beaucoup de contrôles même. Chaque contrôle, on fait ce qu'ils appellent la formalité, tu donnes 2000 ou tu donnes 1000 francs, 2000, 1000 francs jusqu'à arriver à la frontière. D'autres chauffeurs de camions sur ce trajet font face à ces tracasseries. Nicodé Moussefengo, lui, transporte des hydrocarbures vers la République centrafricaine. À la frontière, pour entrer, il y a beaucoup de papiers, il faut signer ceci, signer cela, le laisser passer, et 2000 francs pour le laisser passer. Et la même chose pour les carnets de vaccination, ça peut coûter même 4000 francs. La décision du président centrafricain de mettre en pratique la libre circulation des personnes et des biens, conformément aux accords des chefs d'État de la CEMAC, est donc saluée par les transporteurs qui pensent que cela va limiter les tracasseries à la frontière. Naturellement, si ça s'applique, on peut qu'être content du fait que cette tracasserie au niveau des frontières va s'arrêter. Et quand je parle de la tracasserie, je vois ce document qui appelait laisser-passer. Nous déboursons 3 000 francs par personne. Si nous sommes 2 dans le camion, ça veut dire minimum 6 000 francs. Aujourd'hui, si avec votre passeport CEMAC, vous pouvez entrer, je pense que c'est la bienvenue pour le transporteur que nous sommes. Après le Tchad, il y a quelques mois, la République centrafricaine a donc elle aussi décidé d'ouvrir ses frontières aux ressortissants de la sous-région CEMAC. Dans l'escale internationale, Lomé est le théâtre de plusieurs affrontements entre population, opposition et des forces de l'ordre, les populations et l'opposition qui réclament le respect des réformes constitutionnelles d'avant 1992 qui permettraient à ce que l'actuel président togolais ne puisse plus se représenter pour un 3e mandat à la tête du pays. Des affrontements qui ont déjà fait plusieurs morts selon des organisations de la société civile internationale. Des précisions avec Gladys Sidi. Malgré l'interdiction de toute manifestation par le gouvernement togolais, l'opposition a fait la sourde oreille. Elle a de nouveau appelé ses partisans à descendre dans les rues pour demander la démission du président Faure Gnassingbe, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans. Dans les villes de Lomé et de Sokodé, au moins 4 personnes ont été tuées par balle au cours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, selon le ministre de la Sécurité. Yak Dameham a tenu à préciser que les forces de l'ordre n'étaient pas les seules à détenir des armes. Il est donc difficile de dire qui a tiré, selon lui. L'opposition qui avait appelé à manifester a fait pour sa part état de 2 morts et d'au moins 20 blessés graves. Les villes de Lomé et de Sokodé sont restées quadrillées ce jeudi par un impressionnant dispositif mis en place par les forces de sécurité. Le pays est agité depuis le mois d'août, mais l'arrestation d'un imam lundi, proche des opposants du Parti national panafricain, a mis le feu aux poudres. On a appris qu'ils ont arrêté notre Alpha Sam. On ne sait pas pourquoi ils l'ont arrêté. Non, nous sommes là ici pour qu'on le libère. Si on ne le libère pas, le Togo sera en deuil. Donc nous on veut la libération de notre Alpha. S'il est libéré, nous on va laisser les manifestations. Le PNP s'est d'ailleurs allié à 13 autres partis de l'opposition pour demander le retour à la Constitution de 1992 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et le départ de Faure Gnassingbe, élu en 2005 dans un contexte de violence. 12 personnes, dont une majorité d'adolescents, ont été tuées en à peine 2 mois. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le président régional du SDF pour le littoral, honorable Jean-Michel Nitieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également député SDF, une semaine après vous avoir délivré un récépissé de déclaration pour manifestation. L'autorité administrative vient d'interdire votre meeting et votre marche prévue samedi prochain à Douala. Comment vous appréciez cette attitude? Non, je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai pas été notifié en tant que principal organisateur de cette manifestation. J'ai
j'ai été informé qu'un communiqué aurait été lu sur les ondes de la radio et de la télévision nationale. Et par la suite, sur les réseaux sociaux, donc pour moi, il n'y a aucun problème. Nous avons eu un récépissé, comme prévu par la loi, qui a suivi notre déclaration, et donc nous considérons que il n'y a aucun problème de ce côté, et nous préparons tout à fait sereinement notre manifestation. Alors vous ignorez donc ce communiqué du sous-préfet de Douala 1er qui s'adresse, qui informe l'opinion nationale de ce qu'il vient d'interdire un meeting du SDF, et il évoque certains motifs que je souhaite partager avec vous. Il pointe un doigt accusateur sur la mauvaise foi des organisateurs de ce meeting. Il estime qu'il y a des activistes qui sont sécessionnistes et qui comptent profiter de ce meeting pour faire des appels à la haine, la révolte et l'insurrection populaire. Est-ce que vous comptez profiter de ce meeting pour mener de telles actions? C'est le sous-préfet et ses patrons qui sont de mauvaise foi. Parce que, vous savez, j'ai pris des engagements. Lesquels engagements? Vous savez, la loi prévoit que quand on va organiser une manifestation, on la déclare. On est en régime de déclaration et l'autorité administrative territorialement compétente délivre un récépissé. Voilà, ça c'est la loi. Mais en dehors de la déclaration, le sous-préfet de Douala 1er et le préfet du Vouri m'ont obligé pratiquement à signer un engagement comme quoi je devais assurer la bonne tenue de la manifestation et qu'il n'y aurait pas de débordement. J'ai pris cet engagement-là par écrit. Ça, c'est même pas prévu par la loi. Donc, je ne peux pas comprendre que l'autorité administrative me fasse un procès d'intention, alors que la manifestation n'a même pas encore eu lieu. Mais elle estime que l'objet de la manifestation a changé au regard des informations qui lui parviennent. Elle estime qu'il y a de nombreux activistes qui vont s'introduire dans la manifestation, qui vont appeler à l'insurrection populaire. Est-ce que vous préparez cette manifestation comme le pense l'autorité administrative? Décidément, le ridicule ne tue pas. Est-ce que moi, je suis responsable de ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux? C'est quand même incroyable que sur la base des informations puisées sur les réseaux sociaux, qu'une autorité administrative se permette, n'est-ce pas, de faire le trop pédalage en ce qui concerne une manifestation d'une telle ampleur. C'est de l'irresponsabilité. Je ne comprends pas pourquoi le sous-préfet de Douala 1er peut invoquer des fallacieux prétextes. Il a d'ailleurs prétendu, c'est l'une des raisons selon lui, que j'ai associé à la manif d'autres partis politiques. Des activistes politiques, voire sécessionnistes, ce sont les mots de l'autorité administrative qui veulent profiter de ce meeting pour lancer des appels de haine, des appels à la révolte et l'insurrection populaire, ce qui a mené l'autorité administrative à interdire votre meeting. Est-ce que vous avez accepté de tels activistes au sein de ce meeting que vous étiez en train de préparer? Mais pas du tout, pas du tout. Je ne sais même pas de quoi il parle. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est complètement ridicule, c'est enfantin. La vérité, c'est que le sous-préfet, en tout cas, je pense que ce n'est qu'un exécutant, le régime de Yaoundé était mal à l'aise, n'est-ce pas, avec l'ampleur de la mobilisation qui était en cours pour ces manifestations. Des partis politiques qui, tous les jours, se ralliaient et nous soutenaient, n'est-ce pas,
dans cette manifestation. Je crois que ça a fait peur au régime en place. Et je voudrais indiquer que l'autorité administrative, que ce soit le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur qui était tout présent à la manifestation du RDPC le 1er octobre, ont constaté que tous les partis de la majorité présidentielle étaient présents. Et ils n'ont pas invoqué, n'est-ce pas, cette présence pour interdire la manifestation. Mais ce ne sont pas les mêmes messages qui ont été délivrés, soit par le RDPC que le SDF. Le SDF ici est soupçonné de vouloir divulguer des messages qui pourraient menacer la sécurité des populations. Je dois vous dire, c'est pas une révélation, j'ai rencontré le gouverneur hier, à sa demande. Quelle était la teneur de il était préoccupé par la teneur de nos messages. Il m'a dit que nous avons parlé de massacre en zone anglophone. Ce que j'assume entièrement, parce qu'il y a eu massacre. Lui-même est d'accord avec le chiffre au moins de 30 personnes qui ont été tuées en zone anglophone. 30 personnes, c'est quoi? C'est pas un massacre? Est-ce qu'il faut 3000 personnes pour parler de massacre? Il a estimé que je ne devais pas parler de déportation. Quand on arrête des compatriotes à Bamenda, et on les transfère à Yaoundé, alors qu'il y a des démembrements des juridictions militaires à Bamenda. On appelle ça quoi? On appelle déportation. Il a également parlé du terme banalisation de la barbarie. Effectivement, il y a une banalisation de la barbarie. On n'a jamais vu un régime tuer autant en temps de paix, depuis que le régime Biya est là, depuis 82, c'est des séquences de massacres, que ce soit en 84, avec des exécutions sommaires, extrajudiciaires des putschistes, que ce soit en 1990 pendant les villes mortes. Alors, au regard de ces messages-là, que ce soit pendant le commandement opérationnel, que ce soit en 2008 et tout récemment pendant cette crise anglophone. Alors, au regard de ces messages, qu'est-ce que le gouverneur vous a dit? Au regard des messages que vous étiez en train de préparer. Le gouverneur m'a demandé en quelque sorte de mettre de l'eau dans mon vin. Je lui ai dit que si ces messages lui posaient problème, on pouvait tout à fait les rectifier sur nos supports. Et donc, il n'était plus question que notre manifestation soit interdite. Je rappelle quand même que je suis un élu de Douala. Je ne peux pas comprendre que toutes les manifestations que j'organise, l'espace soit aux yeux de l'autorité administrative, porteur de germes de guerre civile, de tout ce que vous voulez. C'était déjà le cas en mars de cette année. Ils ont interdit une manifestation que je comptais organiser. Cette fois, avec la pression que j'ai mise sur eux, en leur mettant devant leurs contradictions par rapport au meeting du RDPC qu'ils ont autorisé, ils m'ont délivré, enfin récépissé, et je savais qu'ils allaient faire l'espace de trop pédalage, parce qu'ils étaient véritablement mal à l'aise. La vérité, c'est que, pour eux, il n'y a que le RDPC qui doit occuper l'espace public. Tout ce qu'il y a comme opposition, à leurs yeux, est porteur d'espace, de risque de trouble à l'ordre public, et voilà, et du désordre. Et que comptez-vous faire? Allez-vous attaquer cette décision comme vous l'avez fait en mars 2017 concernant ce communiqué? Mais je vous ai indiqué tout à l'heure que je n'ai pas été notifié. Je sais même parce que j'attaquerai devant la chambre administrative. Je n'ai pas été notifié. Je ne peux pas attaquer un communiqué.
Et je voudrais préciser que quand j'ai entendu dans votre reportage un éminent juriste parler, n'est-ce pas, des voies de recours qu'il y a dans des cas pareils d'interdiction, mais c'est une vue de l'esprit. Vous savez que nous avons saisi la chambre administrative au mois de mars. Jusqu'à présent, l'affaire n'a même pas été enrôlée. L'affaire n'a même pas été enrôlée plus de 8 mois après, alors que la loi leur donne 8 jours. Vous comprenez? Mon avocat a fait des tomes de correspondance qui sont restés sans réponse. Donc, je pense qu'on est dans un régime totalitaire, où la justice est aux ordres, l'administration est aux ordres, et que la seule façon, n'est-ce pas, de conquérir d'autres libertés, c'est dans la rue. Merci, honorable Jean-Michel Mithieu. Je rappelle que vous êtes député SDF et président régional du SDF pour le littoral. Mesdames, messieurs, un public reportage avant la fin de ce journal, Traffic Motors, qui ouvre ses portes à tous ses clients et tous les automobilistes qui souhaitent obtenir des pièces de rechange pour leurs véhicules, pièces de rechange qui sont désormais accessibles à des prix promotionnels. Reportage. De multiples pièces de rechange proposées par Tractafrique Motors à son aimable clientèle à travers une foire exposition, avec des réductions sur plusieurs articles allant de moins 30 à moins 80%. C'est la deuxième édition des Journées Sassaye à Douala. Les Journées Sassaye sont des solutions logistiques apportées aux transporteurs, aux interurbains, aux transporteurs routiers et aux forestiers en termes de pièces de rechange. Donc il faut dire que c'est un événement qui vient compléter le service camp que nous avons lancé, qui est le free check ou alors la visite technique gratuite à tous les acteurs de la logistique qui utilisent nos produits. Les journées Sassaye, les remises vont de moins 30 à moins 80%. Les cibles sont les propriétaires des véhicules, les garages, les entreprises. Il faut aussi dire que les journées Sassaye s'inscrivent dans la lignée du service WIC qui a commencé dans nos ateliers à Douala la semaine dernière et qui se poursuivent à Yaoundé durant cette semaine. Tractafrique Motors est le concessionnaire automobile des camions Mercedes-Benz, camions Jack, Evobus, bus MCV, véhicules Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi, Hyundai, Renault. Sur place, une équipe d'experts renseigne les visiteurs sur les différents articles en promotion. En ce qui concerne la partie véhicules industriels, nous avons les pièces de carrosserie, nous avons les amortisseurs, nous avons la suspension, nous avons le freinage. Nous invitons tous nos clients de passer, faire un tour et éventuellement d'envoyer leurs véhicules à Yaoundé parce que le service camp continue de se dérouler à Yaoundé. C'est l'occasion ici pour toute notre clientèle de s'acheter des pièces à des prix pratiquement cadeaux. Tractafrique reste disponible à apporter la réponse à toutes les demandes de sa clientèle. Afin de maintenir sa position en tant que concessionnaire de référence au Cameroun, Tractafrique Motors s'appuie sur des valeurs telles que la proximité avec sa clientèle, l'excellence et surtout l'engagement au travail. Très bientôt sur notre site d'apprentissage pour bénéficier de remises exceptionnelles. Ça se passe ici. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas votre rendez-vous ce soir, Regard social, qui revient sur la catastrophe ferroviaire des Écarts, un an après cette tragédie, la pire catastrophe jamais vécue au Cameroun. Un épisode douloureux, encore vivace dans la mémoire de nombreuses familles déchirées par cette tragédie. Vous suivrez tout cela sur Regard social, émission présentée par Éric Fernand Kwamo. Bonne soirée sur Equinox Télévision.